Que se passerait-il si la Russie et le Japon entraient en guerre? C'est le scénario fascinant que nous allons déballer dans cette vidéo. Avec les relations tendues entre les pays, cette possibilité n'est pas aussi farfelue qu'elle en a l'air, comme nous le découvrirons bientôt. Mais d'abord, creusons un peu l'histoire récente, et pourquoi les relations se sont détériorées au point que la guerre pourrait être à l'ordre du jour. Le Japon et la Russie sont souvent comptés parmi les plus grandes puissances économiques et militaires du monde. Cela a naturellement conduit les pays à avoir une riche histoire entrelacée de guerres et de relations cordiales. Comme exemple principal, l'un des plus grands précurseurs de la première révolution russe en 1905 a été la guerre russo-japonaise de 1904. La victoire de l'Empire japonais contre l'Empire russe dans ce conflit a directement contribué à aggraver le mécontentement social et à ébranler l'autorité impériale de la noblesse russe. L'effondrement final de l'Empire russe et sa réforme en tant qu'Union soviétique ont conduit à une tension accrue entre le Japon et le nouvel État, car tous deux se disputaient les mêmes régions qui faisaient autrefois partie de l'Empire chinois. De plus, le Japon et la Russie se sont partagé le contrôle de l'île de Sakhalin en 1905 suite à la guerre russo-japonaise, formalisant davantage l'arrangement en 1925. Bien que les Japonais aient prévu d'attaquer l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont finalement opté pour une offensive contre les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Puisque l'histoire ne peut être modifiée, nous savons que les États-Unis ont finalement vaincu le Japon durant la guerre. Cependant, l'Union des républiques socialistes soviétiques a réclamé des territoires juste avant la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, laissant son empreinte. En conséquence, en 1945, l'Union soviétique a envahi les îles Kouriles, un archipel au nord-est de l'île de Hokkaido et au sud-ouest de la péninsule du Kamtchatka, et a repris l'île de Sakhalin. L'occupation russe et l'annexion subséquente des îles Kouriles restent un point sensible dans les relations russo-japonaises. Le Japon maintient que les îles Kouriles les plus au sud appartiennent toujours au Japon, affirmant que l'occupation russe n'a pas totalement résolu le statut de l'île. Malgré la signature d'une déclaration conjointe en 1956 pour mettre fin officiellement à la guerre, un traité de paix formel entre les deux nations n'a pas encore été signé. Les îles elles-mêmes sont relativement petites et peu peuplées. Cependant, le contrôle russe du reste des îles Kouriles signifie que la Russie maintient des droits de pêche dans une zone beaucoup plus grande entourant l'archipel que le Japon. La Russie possède la 4e plus grande zone économique exclusive au monde. Environ 40% de celle-ci se trouve dans le Pacifique, rendant les possessions russes, dont les îles Kouriles, vitales pour le potentiel de pêche du pays. Les pays doivent s'accorder sur les droits de pêche et les quotas dans les zones économiques de chacun, car le Japon pêche le saumon et la truite qui frottent dans les rivières de Russie, et la Russie pêche le calmar dans la zone économique exclusive du Japon. Bien qu'historiquement, les pays s'y réussissent à conclure des accords de pêche annuels. Les négociations pour le saumon et la truite ont été suspendues en 2022 et 2023 en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ajoutez à cela le conflit en cours sur les îles Kouriles qui empiètent sur la zone économique exclusive du Japon, ainsi que la possibilité que la Russie mine la propre zone économique exclusive du Japon, et les relations entre ces deux pays restent tendues, souvent à un pas du conflit. La situation s'est complexifiée récemment, le Japon étant un allié proche des États-Unis, tandis que la Russie s'est rapprochée de la Chine, rivale historique du Japon. Les alliances conflictuelles entre les deux nations augmentent les raisons d'une hostilité ouverte mutuelle. Cela a culminé avec la Russie déclarant le Japon comme l'un des pays sur sa liste de pays non amicaux, au milieu de l'année 2022, suite à son invasion de l'Ukraine dans une soi-disant opération militaire spéciale. Depuis, la Russie a rompu un accord permettant aux Japonais, ex-résidents ou originaires des Kouriles, ou familles déplacées de force, de visiter les îles sans visa. Ce mouvement confirme l'autorité administrative de la Russie sur les îles, et a le potentiel de dégrader davantage les relations entre les deux pays. Alors, avec le Japon et la Russie au bord de la guerre, que se passerait-il exactement si l'un des côtés décidait de faire un mouvement plus offensif? Voyons comment la force militaire et les tactiques des deux pays se comparent, et lequel sortirait en haut. Il faut souligner que la Russie fait partie des quelques nations détenant l'arme nucléaire. Mais cela ne s'applique pas au Japon. C'est particulièrement préoccupant pour le Japon car ce dernier est le seul pays qui a réellement vécu des bombardements nucléaires lors de l'attaque des villes d'Hiroshima et de Nagasaki par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les politiques de sécurité de la Russie mettent l'accent et favorisent une réponse nucléaire complète si la sécurité du pays est suffisamment menacée. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine lors de la révision de la politique nucléaire en 2024, la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires contre une menace critique pour la souveraineté du pays.
C'est une formulation ambiguë qui n'est pas utile, qui montre que la Russie peut théoriquement répondre avec des armes nucléaires, même si l'agresseur utilise une guerre conventionnelle. Bien qu'une tentative du Japon d'envahir les possessions pacifiques de la Russie ou l'Extrême-Orient puisse entraîner une guerre nucléaire qui dégénère, la réponse de la Russie se limiterait probablement à une guerre conventionnelle. Malgré la grande présence militaire de la Russie, principalement destinée à dissuader l'OTAN à l'ouest, ces systèmes de défense en Extrême-Orient sont relativement plus restreints. Donc, en discutant d'un conflit potentiel entre le Japon et la Russie, il vaut mieux se concentrer sur les tailles relatives des flottes dans la région. Pour le Japon, c'est toute sa flotte, mais pour la Russie, seulement sa flotte du Pacifique, une partie de son armement naval total. D'après les chiffres, la flotte japonaise a le potentiel de dominer largement la flotte russe du Pacifique. Par exemple, la Russie n'a qu'environ 46 navires de guerre de surface qui sont constamment déployés dans la zone, parmi lesquels il y a un seul croiseur, le Variag de classe Slava. Et même alors, il semble que la Russie ait redéployé le navire loin du Pacifique et vers l'océan Indien. Les rapports récents confirment que le croiseur Variag est rentré à Vladivostok en août 2024 après un déploiement de 7 mois, incluant une escale au Sri Lanka. Ces mouvements actuels suggèrent une concentration sur les opérations régionales dans le Pacifique. La flotte du Pacifique comprend également 4 destroyers de la classe Udaloyun, construits dans les années 1980 et 1990, représentant tous les navires de cette classe. Il y avait un 5e navire, mais il a été déclaré inactif dès 2005 sans rapport récent suggérant son redéploiement. De plus, chaque navire ayant environ 30 ans, la marine russe retire périodiquement un destroyer du service actif pour subir des réaménagements, afin d'inclure des systèmes électroniques et d'armement plus modernes. Ainsi, la flotte du Pacifique risque d'avoir moins de navires en service actif, réduisant significativement sa capacité opérationnelle. Malgré sa taille réduite, la flotte russe du Pacifique compense par son potentiel de combat à longue portée. À cette fin, la flotte compte plus de 20 corvettes anti-sous-marines et a missiles au total, des navires conçus pour détruire des cibles à distance. Cela signifie que la tactique principale de la Russie dans le Pacifique sera probablement défensive, utilisant des missiles à longue portée sur ses sous-marins, dont au moins 11 ont été confirmés en patrouille permanente dans la zone, ou des corvettes, pour soulager toute pression qu'un adversaire pourrait appliquer. Le déploiement de la flotte russe du Pacifique semble être conçu pour donner le plus d'espace possible à la Chine, allié de longue date et partenaire stratégique de la Russie. Cela signifie que toute la flotte a été modernisée de manière significative pour contrer les approches initiales des États-Unis, et non de la flotte japonaise. La plupart des navires dans le Pacifique ont adopté une posture agressive lors d'exercices militaires sino-russes. Certains de ces exercices ont été menés jusqu'à ou même à l'intérieur des eaux revendiquées par le Japon, exacerbant davantage les relations entre ces pays. Néanmoins, la flotte du Pacifique russe est spécifiquement conçue pour aider celle de la Chine, qui est la plus grande marine du monde en termes de nombre pur de navires. Même si les États-Unis ont une marine plus avancée dans l'ensemble, les capacités défensives de la Russie dans le Pacifique, destinées à contrer des mouvements plus offensifs, signifient que le Japon pourrait avoir du mal avec une invasion uniquement navale. Mais comme nous l'avons mentionné plus tôt, le Japon a un avantage numérique sur la flotte du Pacifique russe. Le Japon possède 2 destroyers pouvant servir de petits porte-avions, augmentant significativement sa capacité à lancer des attaques aériennes à grande échelle. Cela permettrait à la marine japonaise de créer une pression sur le continent russe et d'encercler efficacement la flotte du Pacifique en pleine mer. De plus, alors que la Russie compte 11 sous-marins confirmés au service de la flotte du Pacifique, le Japon en a 24 en service, avec 4 autres prévus pour la prochaine décennie. Avec 2 fois plus de sous-marins, la marine japonaise pourra probablement établir un contrôle beaucoup plus efficace sur la mer du Japon, menaçant de couler des navires sans riposte. Et pourquoi est-ce important ? La mer du Japon serait probablement le premier théâtre d'une potentielle guerre entre le Japon et la Russie. Si aucun autre pays n'intervient, le Japon cherchera sûrement à contrôler rapidement la zone autour d'Hokkaido, incluant les îles Kuril disputées, un point que nous développerons plus tard. Pour y parvenir, la cible naturelle d'une frappe japonaise serait le quartier général du commandement de la flotte du Pacifique russe à Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Vladivostok est la ville la plus stratégique de l'Extrême-Orient russe, servant de base essentielle pour la flotte du Pacifique de la Russie, et sa présence militaire dans la mer du Japon. La ville est bien défendue, équipée de certains des derniers systèmes de défense aérienne russes, et est cruciale pour contrôler la région. Des rapports récents soulignent les efforts pour renforcer les défenses en Tchoukotka, une zone vitale à la frontière nord-est de la Russie.
L'importance stratégique de la Tchoukotka réside dans sa localisation, à seulement 55 miles de l'Alaska, au point le plus étroit du détroit de Bering. Cette proximité en fait une région critique pour la surveillance des États-Unis, des mouvements militaires et navals, surtout entre les océans Pacifique et Arctique. Une ligne anti-aérienne en Tchoukotka renforce encore la capacité de la Russie à surveiller et à répondre à l'activité dans ces eaux contestées. De plus, la récente guerre en Ukraine a contraint la Russie à reconsidérer où et comment elle déploie ses troupes. Selon un rapport de fin 2022, des Marines, qui seraient normalement stationnés à Vladivostok ou aux alentours, ont été redéployés en Ukraine et ont même participé directement au combat. Les troupes appartenant à la 40e brigade d'infanterie navale et à la 155e brigade d'infanterie navale des gardes, qui font partie de la flotte du Pacifique russe, auraient perdu jusqu'à 300 soldats à Pavlivka, et ses environs en novembre 2022 seulement. Cela rend difficile de déterminer combien de troupes sont déployées pour défendre Vladivostok d'une menace à l'est de la Russie. Cela signifie que Vladivostok serait probablement l'une des principales cibles d'une éventuelle invasion japonaise. La flotte japonaise peut tirer parti de sa supériorité numérique, avec 36 destroyers comparés à un seul pour la Russie, qui, comme nous l'avons vu, pourrait même ne pas être dans le Pacifique à ce moment-là. Il y a cependant un léger hic dans ce plan initial, et ce sont les îles Kouriles elles-mêmes. Selon un rapport de décembre 2022, la Russie a commencé à déployer des systèmes mobiles de missiles sur les îles. C'est probablement aussi pourquoi la Russie a interdit aux Japonais de visiter les îles, car elles servent maintenant principalement à la défense militaire. Le système Bastion russe contient des missiles qui peuvent atteindre jusqu'à 310 miles, ce qui n'est pas suffisant pour atteindre la mer du Japon. Toutefois, cela offrirait aux flottes russes du Pacifique, venant de la mer d'Okhotsk et Arctique, une capacité de défense significativement accrue. De plus, bien que la Russie n'ait pas plus d'infrastructures reliant Vladivostok et d'autres villes de Sibérie et de l'Extrême-Orient à Moscou et à d'autres centres de population, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Vladivostok pourrait être renforcé assez facilement depuis le reste de la Russie, par voie terrestre ou maritime, les îles Kouriles permettant potentiellement à la flotte russe de longer la côte russe sans trop d'entraves. De plus, le terrain relativement vallonné de la région rendrait presque impossible de mener une attaque amphibie en débarquant des unités d'infanterie à l'extérieur de Vladivostok pour un siège plus traditionnel. Le Japon aurait besoin d'une suprématie maritime et aérienne totale autour de Vladivostok pour tenter un débarquement, ce que le pays pourrait ne pas être prêt à faire. De plus, l'armée japonaise est maintenant conçue pour la défense et non pour des opérations offensives. En parlant de suprématie aérienne, supposons que le Japon réoriente ses objectifs militaires vers des mesures plus offensives. Quels sont les atouts aériens à sa disposition et comment se compare-t-il aux forces aériennes russes ? L'avion de chasse le plus nombreux du Japon est le Mitsubishi F-15, développé au début des années 80 et basé sur le Boeing américain, puis le McDonnell Douglas F-15S. Avec plus de 200 de ces avions en service, la force aérienne japonaise sera probablement en mesure de mener une offensive solide contre les avions russes, qui seront probablement des MiG-30-1 ou des Su-34 stationnés autour de Vladivostok. Le F-15 se compare avantageusement au MiG-30, et un avec une portée opérationnelle et de ferry supérieure, un armement plus varié et un radar précis, au détriment d'une vitesse maximale légèrement réduite. La force aérienne japonaise modernise ses F-15, tout en intégrant des F-35 de 5e génération avancés dans leur flotte. Lockheed Martin a été engagé pour produire 105 F-35A et 42 F-35B pour le Japon, avec des avions fabriqués localement par Mitsubishi sous licence. Toutefois, ces plans impliquent n'hormis que toute amélioration majeure des capacités aériennes du Japon, surtout pour les opérations offensives, ne serait possible qu'après 2025, quand les F-35 devraient entrer en service. Les F-35 sont parmi les chasseurs de supériorité aérienne les plus avancés au monde. Leur ajout pourrait offrir au Japon des options offensives améliorées, créant potentiellement des ouvertures dans la mer du Japon et soutenant des objectifs stratégiques plus larges, tels que la cible de Vladivostok et l'avancement sur le territoire russe. Considérant tous ces facteurs, il est très peu probable que le Japon attaque la Russie. Comme nous l'avons noté, le potentiel militaire du Japon n'est pas offensif. L'armée du Japon est principalement axée sur le maintien d'un périmètre défensif autour de l'archipel, avec la marine, l'armée de l'air et les systèmes de défense anti-aérienne visant à rendre le pays aussi difficile à envahir que possible. Mais que se passe-t-il si cela se produit ? Et si la Russie décide de passer à l'offensive ? Dans ce cas, la capture de Hokkaido sera probablement l'un des principaux objectifs de la Russie, au moins initialement. Si la Russie contrôle la mer du Japon, elle aurait probablement un libre accès aux eaux nord du Japon. Cependant,
Contrairement à l'Ukraine, le Japon a une alliance militaire complète avec les États-Unis. Ainsi, une attaque russe contre le Japon impliquerait les États-Unis, dans une guerre à ses côtés, bien que la Russie puisse avoir un peu de temps avant les États-Unis. Il est faux de dire que les forces peuvent atteindre le Japon. Le Japon est le pays ayant le plus grand nombre de soldats sur son territoire, à l'exception des États-Unis, lui-même, et en a plus que l'Allemagne. De plus, les États-Unis ont installé des bases militaires dans le sud du Japon comme point d'entrée pour le pays. Marine dans la mer de Chine orientale pour empêcher la Chine d'exercer une pression militaire à l'extérieur. Le Japon renforce ses défenses grâce à un système de défense antimissile à double couche. La force d'autodéfense maritime du Japon intercepterait les missiles russes en mi-parcours, tandis que la force d'autodéfense aérienne les intercepterait avec les systèmes Patriot Advanced Capability 3, Patriot Advanced Capability 3, en phase terminale. Les forces américaines à proximité fourniraient des informations sur les lancements de missiles détectés par ces satellites d'alerte précoce, et pourraient riposter contre l'attaquant. De plus, les capacités antimissiles actuelles du Japon sont jugées insuffisantes pour défendre le pays contre le plus grand allié de la Russie, la Chine. Si la Russie déclarait la guerre au Japon, poussant les États-Unis à le défendre, la Chine pourrait prendre le relais comme agresseur principal lors de la première phase du conflit. Cependant, cela reste incertain, car la Chine est dans une position précaire militairement et géopolitiquement. Malgré les progrès significatifs de la technologie militaire chinoise depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les avions et navires chinois les plus récents restent en deçà de leurs équivalents américains actuels. Malgré les améliorations significatives apportées à l'armée de l'air et à la marine chinoise, les experts occidentaux estiment que chaque avancée reste des décennies derrière la technologie occidentale. Les nouveaux jets de combat furtifs Chengdu J-20 ont été conçus pour contrer les F-35. Cependant, les designs que l'armée chinoise a choisis pour le J-20 reposaient sur des plans volés des F-35, alors qu'ils étaient en développement il y a des décennies, ainsi que sur la rétro-ingénierie d'un F-117 qui est tombé au Kosovo, en 1999. Avec le F-117 ayant un système de furtivité et de radar assez ancien, on suppose que le J-20 n'a en réalité aucune sorte de parité avec les avions modernes des États-Unis en termes de furtivité. De plus, le J-20 a subi des refontes de moteurs pour améliorer ses capacités, suggérant que le design n'atteignait pas les attentes de la Chine selon les normes occidentales. Pourquoi discutons-nous du J-20 ? La technologie militaire de la Russie, notamment dans les domaines de la guerre électronique, de l'armée de l'air et de la marine, est considérablement en retard par rapport à celle de la Chine. Si la Chine ne peut pas produire un avion rivalisant avec le F-35, la Russie n'y parviendra probablement jamais. Cela est d'autant plus souligné par le fait que le budget militaire chinois est le deuxième plus élevé au monde, s'élevant à environ 231 milliards de dollars en 2024. Cela représente environ un tiers du budget militaire américain pour la même année, mais le budget russe avant l'invasion de l'Ukraine n'était que d'environ 60 milliards de dollars. Autrement dit, l'armée de l'air russe manquera probablement d'avions modernes pour mettre sérieusement à l'épreuve les défenses du Japon. C'est pourquoi une guerre russo-japonaise serait probablement un conflit plus limité dans le contexte d'une guerre plus vaste entre les États-Unis et la Chine. Dans ce scénario, si personne n'appuie sur le bouton nucléaire, les États-Unis et l'OTAN affronteront la Chine, avec l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon comme alliés auxiliaires des États-Unis. De l'autre côté, les principaux alliés militaires de la Chine, surtout ceux géographiquement proches, ne se composent que de la Russie et de la Corée du Nord, dont la technologie militaire est des années en retard sur celle de la Russie et de l'Occident. Ainsi, la Russie n'a pas de moyens efficaces pour faire la guerre au Japon, car cela entraînerait inévitablement la Chine dans un conflit plus grand contre les États-Unis. Le commerce actuel de la Chine, au-delà de l'Indo-Pacifique et de l'Asie centrale, est principalement effectué par le détroit de Malacca. En cas de guerre entre la Chine, les États-Unis et l'Inde, ces deux derniers pourraient probablement couper les routes commerciales navales chinoises, bloquant économiquement la Chine de ses principaux partenaires commerciaux. La Chine a déjà commencé à contrer cette stratégie grâce à l'ambitieuse initiative de la ceinture et de la route, Belt and Road Initiative, dont une partie relierait la Chine au Pakistan par voie terrestre. Les ports pakistanais pourraient être utilisés pour accepter les cargaisons du Moyen-Orient et de l'Afrique, évitant le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale, bien que les routes passeraient toujours par le golfe d'Aden et l'océan Indien. Mais les progrès sur la Belt and Road Initiative ont été assez lents, compte tenu des énormes dettes que les pays impliqués dans le projet ont accumulées. Suite à la pandémie de coronavirus disease en Asie, les pays où l'infrastructure de la Belt and Road Initiative est en construction ont vu leur endettement envers la Chine augmenter, causant des retards supplémentaires. De plus,
L'invasion russe de l'Ukraine a le potentiel d'assombrir la relation entre la Chine et les autres participants à la Belt and Road Initiative. Le conflit grandissant au Moyen-Orient a aussi entravé les projets économiques de la région, retardant davantage la mise en œuvre des plans chinois. Quand on met tout cela ensemble, la Chine est effectivement exclue d'un conflit militaire dans un avenir proche, puisqu'une guerre non nucléaire drainerait sévèrement son économie. Cela signifie qu'il est très peu probable que la Chine permette à la Russie de faire des mouvements trop agressifs contre les alliés des États-Unis dans son arrière-cour, y compris le Japon. Pour l'instant, la Chine et la Russie peuvent seulement continuer les exercices militaires pour affirmer leur présence et adopter une posture visant à voir jusqu'où ils peuvent être provoqués sans conséquence. De plus, les politiques défensives strictes du Japon, combinées à une armée non formée pour des opérations offensives et un terrain défavorable en Russie autour du QG de la flotte du Pacifique à Vladivostok, indiquent que le Japon ne fera probablement pas de mouvement offensif. Les politiques de dissuasion nucléaire en constante évolution de la Russie soulignent encore cela. Comme mentionné, une guerre non nucléaire pourrait plonger la Chine et la Russie dans un déclin économique, mais une guerre nucléaire totale a le potentiel de détruire tous les pays de l'hémisphère nord, tuant des milliards de personnes et changeant irréparablement le climat. Considérant cela, la force réelle des armées japonaises et russes importe peu à grande échelle. Certes, la technologie militaire avancée du Japon lui confère un avantage potentiel dans une guerre défensive. Cependant, lorsque vous considérez qu'un conflit entre ces deux pays signifierait probablement que des armées encore plus grandes et plus avancées s'affronteraient, la Russie et le Japon finiraient par jouer les seconds rôles par rapport à leurs alliances. En temps de guerre, les pays ont besoin du soutien total de leurs alliés pour mener à bien leur stratégie. Les gains réalisés s'inscrivent dans des campagnes militaires plus larges, visant à redéfinir les frontières géopolitiques mondiales. Qu'en pensez-vous? La Russie va-t-elle attaquer le Japon ou vice-versa? Laissez-nous vos commentaires, et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir, le Japon vient de porter un coup dévastateur à la Russie. Ou cliquez sur l'autre vidéo